Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons parler d'un objet dont le principe a été découvert au milieu du XVIIe siècle par le beau gosse Italiano Evangelista Torricelli. L'objet dont nous allons parler aujourd'hui est un baromètre à mercure. En fait, à l'origine, un peu comme toutes les belles découvertes scientifiques, c'est la résolution d'un problème simple et du quotidien qui a permis d'ouvrir des horizons complètement fous à la science. En l'occurrence, le problème concernait l'eau, parce qu'à une époque où les gens n'avaient pas d'eau courante, ils devaient aller jusqu'au puits pour aller puiser leur eau. Ce qui était souvent utilisé, j'ai fait ce mouvement-là, c'était parce qu'on utilisait une pompe à bras. Une pompe à bras que vous avez peut-être déjà dû voir dans des films, dans des séries, dans des westerns, La petite maison dans la prairie, ce genre de choses. Le problème de la pompe à bras, c'était qu'elle n'arrivait plus à aspirer l'eau, parce qu'elle fonctionne bien sur le principe de l'aspiration. J'emploie volontairement ce terme et vous allez comprendre par la suite pourquoi. C'était que la pompe à bras n'arrivait plus à aspirer l'eau à partir d'environ 10 mètres de profondeur. Et Torricelli, ça leur demandait pourquoi est-ce que les gens ne parvenaient plus à faire remonter l'eau. L'hypothèse de Torricelli, et qu'il parviendra ensuite à démontrer, est que l'eau au fond du puits est poussée vers l'intérieur de la conduite par l'air qui l'entoure. C'est assez simple à comprendre et on va pour cela littéralement faire de la physique avec les mains. En fait, si je colle mes mains l'une sur l'autre et que je pousse de la même manière, alors je suis à l'équilibre car les deux forces se compensent. Si à l'inverse, une des mains pousse plus fort que l'autre, cela va générer un effort résultant non nul qui va se traduire par un déplacement. Si enfin j'ajoute un objet entre les deux comme cette petite orange qui a passé pas mal de temps dans la corbeille de fruits, alors si je veux faire monter l'ensemble, il faut que ma main inférieure exerce un effort plus important, suivez bien, que la somme de l'effort de ma main supérieure et du poids de cet agrume rebutant. C'est exactement pareil pour l'eau. En pompant avec la pompe à bras, la pression en haut du puits diminue. De ce fait, la pression au fond du puits génère un effort plus important que la pression en haut du puits, ce qui fait monter l'eau. Si on s'arrête de pomper, alors l'eau va se stabiliser dans le puits à une hauteur telle que le poids de la colonne plus l'effort de la pression en haut soit égal à l'effort de pression venant du bas. Lorsqu'on continue de pomper, rebelote, la pression en haut du puits diminue, ce qui octroie moins de résistance à la montée de l'eau, donc l'eau monte. Cela se poursuit alors jusqu'au cas extrême où la pression en haut est nulle. Et alors, il n'y a plus de moyen de faire monter l'eau car on ne peut tout simplement plus faire diminuer la pression en haut du puits. Ainsi, la pression atmosphérique, lorsqu'elle ne possède aucune résistance en face, est capable de soulever une colonne d'eau d'environ 10 mètres de haut. Pour démontrer son hypothèse, sans avoir à manipuler des colonnes de 10 mètres de haut, Torricelli eut l'idée d'utiliser du mercure. Ce métal, qui a la particularité d'être liquide à température ambiante, est surtout 13,6 fois plus dense que l'eau. Autrement dit, 13,6 fois plus lourd pour un volume et une température donnée. De ce fait, la plus grande colonne de mercure que sera à même de soulever la pression atmosphérique sera également 13,6 fois moins grande. En d'autres termes, cela permet d'observer le même phénomène avec une colonne de mercure avoisinant seulement les 80 cm de haut au lieu de 10 mètres de colonne d'eau. En retournant un tube rempli de mercure sur un bain de mercure, notre héros Italiano consiste que le niveau dans le tube baisse légèrement, mais que la colonne ne se vide pas. Son expérience permet alors de réaliser deux choses superbes. D'une part, elle prouve l'existence de la pression atmosphérique qui était jusqu'alors suggérée mais jamais vraiment démontrée. Une manière simple d'appréhender la pression atmosphérique en un point est de la voir comme le poids de la colonne d'air qui se trouve au-dessus de celui-ci. De cette manière, on comprend mieux l'équilibre qui a lieu dans le baromètre car c'est simplement analogue à une balance, dans le sens où le poids de la colonne de mercure égalise le poids de la colonne d'air qui se trouve de l'autre côté. La seconde réussite est que cette expérience rend possible la mesure de la valeur de la pression atmosphérique. En effet, la hauteur de la colonne de mercure est directement corrélée à la pression atmosphérique. Plus la pression est importante et plus la colonne de mercure est grande, étant donné le fait que l'air appuie alors plus fortement sur la surface libre du mercure. A l'inverse, plus la pression baisse et moins la surface libre est contrainte. Le poids de la colonne prend alors le dessus sur la pression atmosphérique et le niveau baisse dans la colonne. Puisqu'on peut alors mesurer la valeur de la pression atmosphérique en mesurant la hauteur de la colonne de mercure, cela explique pourquoi l'unité de mesure de pression longtemps utilisée était le millimètre de mercure. Même si cette unité fut détrônée par la suite par le Pascal du nom du célèbre mathématicien, philosophe, physicien et j'en passe Blaise Pascal, vous pouvez quand même aujourd'hui retrouver quelques restes du millimètre de mercure. Pour cela, vous pouvez observer de vieux baromètres au mercure comme celui-ci ou de manière plus moderne et certainement plus simple, aller chez le Toubib ou directement sur Amazon. Vous verrez alors que cette unité est encore très utilisée dans le domaine médical puisque notamment les appareils de mesure de la tension artérielle renvoient toujours une valeur en millimètres de mercure. Après ces flâneries assez théoriques, je vous l'accorde, vous vous demandez certainement, mais à quoi ça sert la pression atmosphérique, bon sang de bonsoir? La réponse, vous l'avez peut-être déjà trouvée dans le titre de la vidéo, elle concerne la météo. En fait, la pression atmosphérique est essentielle dans les prévisions météo. Et si vous avez déjà regardé un bulletin, vous avez déjà peut-être entendu parler des termes de dépression ou d'anticyclone. Une dépression, c'est en fait simplement lorsque la pression en un point ramenée au niveau de la mer est inférieure à la pression moyenne qu'il y a au niveau de la mer. L'anticyclone, à l'inverse, c'est quand la pression en un point ramenée au niveau de la mer est supérieure à la valeur moyenne de la pression. J'insiste bien sur le fait qu'il faut ramener la pression au niveau de la mer, parce que sinon, on compare des choux et des carottes. Tout simplement parce que la pression atmosphérique diminue naturellement avec l'altitude.
En effet, nous avons vu que la pression atmosphérique en un point correspond au poids de la colonne d'air qui se trouve au-dessus de ce point. Ainsi, plus on monte en altitude et plus la hauteur de la colonne d'air qui se trouve au-dessus de nous est faible et donc la pression atmosphérique est aussi plus faible. Pour amener la pression au niveau de la mer et ainsi comparer des choses comparables, il faut simplement, pour les points au-dessus du niveau de la mer, ajouter à la valeur de pression en ce point le poids de la colonne d'air dont la hauteur est l'altitude du point. Dans le cas des points situés sous le niveau de la mer, il suffit de faire l'inverse, autrement dit de retrancher la pression induite par la colonne d'air dont la hauteur est l'altitude de ce point. À partir du moment où nous connaissons le type de perturbation auquel nous sommes soumis, alors on peut commencer les prévisions. Autrement dit, on peut commencer à se mettre dans la peau de Evelyn. Lorsque la perturbation est un anticyclone, l'air froid de haute altitude descend. De cette manière, il se réchauffe et est ainsi capable d'emmagasiner plus d'eau sous forme d'humidité en son sein. Le temps est alors dégagé car il n'y a plus de nuages. Lorsqu'à l'inverse, la perturbation est une dépression, ce qui se passe, c'est que l'air chaud proche du sol est aspiré et remonte dans l'atmosphère. En plus de générer d'importants vents au niveau du sol, en montant, l'air se refroidit et l'humidité qu'il contient se condense, ce qui forme des nuages. En fonction de son intensité, une dépression peut ainsi mener à un ciel couvert ou bien à Katrina. Pour éviter d'avoir à connaître tous les ordres de grandeur par cœur, les prévisions météo sont suggérées directement sur le baromètre. On peut ainsi voir que plus la colonne de mercure est grande, autrement dit plus la pression atmosphérique est importante et plus le temps est agréable. On passe ainsi d'une météo tempétueuse à 720 mm de mercure à un temps très sec pour 800 mm de mercure. Je profite du fait qu'on aperçoive le nom du constructeur sur la platine du baromètre pour en parler un peu. Les amateurs de mode auront déjà certainement tilté, puisque c'est effectivement Lancel, une entreprise française aujourd'hui spécialisée dans la maroquinerie haut de gamme. Mais alors, vous vous demandez certainement quel est le rapport entre un sac de luxe et un baromètre. En fait, à l'origine, l'entreprise a débuté son activité en fabriquant, tenez-vous bien, des pipes. Avec le temps, l'entreprise s'est diversifiée en devenant une manufacture de produits divers et variés, tels que des pendules, des briquets, ou tel l'objet star de cette vidéo, des baromètres. Les premiers sacs que fabriqua l'entreprise étaient très loin de ressembler à ceux d'aujourd'hui, car ils servaient en fait au transport du nécessaire pour fumeurs. Ils se sont seulement par la suite totalement focalisés sur le secteur de la maroquinerie haut de gamme, qui semblerait-il était un peu plus rentable. Penchons-nous à présent sur le deuxième instrument qui compose notre objet. Je veux parler du thermomètre à alcool, qui est lui aussi essentiel pour réaliser un bon diagnostic météo. Comme tous les instruments de mesure, le thermomètre se base sur l'observation d'une grandeur physique de référence qui varie en fonction de la grandeur qu'on cherche à évaluer. Sur le baromètre, la grandeur physique de référence, on peut dire que c'était la hauteur de la colonne de mercure, parce que celle-ci variait en fonction de la pression. Pour le thermomètre, la grandeur physique de référence est le volume du corps qu'on a mis à l'intérieur, parce qu'il varie en fonction de la température. En fait, plus généralement, lorsqu'on augmente la température d'un corps, son volume va également augmenter. C'est ce qu'on appelle la dilatation thermique. À l'inverse, lorsqu'on diminue sa température, il va se contracter, c'est ce qu'on appelle la contraction thermique. Pour comprendre ce phénomène encore mieux, ce qui est intéressant de faire, c'est de sortir le microscope. En fait, microscopiquement parlant, un objet est composé d'un très grand nombre d'atomes qui vibrent naturellement autour d'une position moyenne. En chauffant l'objet, on excite les atomes qu'il compose. Ils vont alors vibrer avec une amplitude encore plus importante, ce qui se traduit macroscopiquement par une augmentation de son volume. A l'inverse, lorsqu'on refroidit l'objet, les vibrations des atomes réduisent en amplitude et macroscopiquement, l'objet se contracte, autrement dit, son volume diminue. Je viens de vous expliquer le phénomène de contraction-dilatation dans un solide. En fait, ça fonctionne exactement pareil pour un liquide. Et d'ailleurs même davantage, parce que dans un liquide, grâce à leur liberté de mouvement, les molécules vont pouvoir bien plus se déplacer. Ce qui fait que la contraction et la dilatation vont être bien plus importantes dans un liquide. Donc ce que nous venons de voir, c'est que la contraction et la dilatation concernent absolument tous les corps, parce que c'est intrinsèque à la matière. Ce qui fait que si on pousse le raisonnement un peu plus loin, pour faire un thermomètre, on n'a pas besoin d'utiliser de l'alcool ou du mercure qui sont couramment utilisés. On pourrait par exemple revenir à cette orange quasiment moisie et s'en servir comme un thermomètre. Il suffirait juste de mesurer sa taille à deux températures assez éloignées l'une de l'autre pour avoir une variation de volume raisonnable disons, et ensuite de dérouler une simple échelle graduée qui évolue linéairement entre les deux températures car la dilatation et la contraction sont proportionnelles à la température. Mais alors, pour éviter d'avoir à sortir les micromètres pour mesurer de minuscules variations de volume,
les concepteurs ont opté pour des corps dont les dimensions sont très sensibles aux variations de température. Comme je l'ai dit, l'état physique le plus sensible aux contractions de dilatation est l'état liquide. Mais alors, faut-il encore choisir le liquide le plus adapté? Et pour cause, une contrainte très importante concerne les températures de fusion et d'ébullition de l'élément. On ne peut tout simplement pas choisir d'éléments qui s'évaporent ou à l'inverse qui se solidifient sur la plage de température sur laquelle on souhaite travailler. Cela explique pourquoi l'eau n'est pas vraiment envisageable pour la simple et bonne raison qu'elle se solidifie à 0 degré Celsius et qu'elle s'évapore à 100 degrés Celsius. L'élément au départ le plus utilisé a donc été le mercure, qui bien que ce soit un métal, est comme nous avons pu le voir avec le baromètre, liquide à température ambiante. Par ailleurs, il se solidifie à moins 38 degrés et s'évapore à plus de 300 degrés Celsius. Donc si vous n'allez pas vous balader en Alaska ou en Sibérie, cela devrait suffire. En revanche, pour des questions de coût et de toxicité, il fut interdit car le mercure est en fait une sacrée misère pour l'organisme. Une personne contaminée au mercure peut développer de graves troubles mentaux, des paralysies motrices ou encore des comas qui peuvent aller jusqu'à la mort. Enfin, rien de très fun. Pour le remplacer, de l'alcool souvent coloré en rouge ou comme ici en bleu, pour le rendre davantage visible, fut l'option la plus utilisée. En termes de dilatation, aucun souci puisque ce liquide se dilate en fait 5 fois plus que le mercure. En revanche, l'alcool possède quelques inconvénients par rapport au mercure. D'une part, le thermomètre à alcool est moins pérenne que celui au mercure, car l'alcool bout à seulement 78 degrés Celsius. Ainsi, lorsqu'il est longtemps soumis à des températures élevées, il a tendance à s'évaporer légèrement, mais alors contrairement au mercure qui n'accroche pas du tout les parois de verre, l'alcool lui se fixe dessus en condensant. Une partie de l'alcool peut alors rester bloquée dans la partie haute du thermomètre sans redescendre, ce qui concrètement dérègle l'instrument de mesure. Un autre inconvénient concerne sa réactivité, dans le sens où l'alcool réagit beaucoup plus lentement aux variations de température que le mercure. Cela s'explique par le fait que l'alcool conduit beaucoup moins bien la chaleur que le mercure, qui pour rappel est un métal. Concrètement, en observant la conductivité thermique, qui est la grandeur physique qui traduit la capacité d'un matériau à laisser passer la chaleur, on se rend compte que celle du mercure est plus de 45 fois supérieure à celle de l'alcool. Physiquement, cela va se traduire par le fait que la chaleur va se diffuser bien plus vite dans le mercure, qui va donc se dilater ou se contracter plus vite que l'alcool, et en pratique que le thermomètre à mercure affichera plus rapidement la température réelle. Une chose que je trouve dommage aujourd'hui, c'est qu'on perd un peu le sens de la température. Ça veut dire que, mis à part les référentiels classiques que tout le monde a, 0 degré solidification de l'eau, 100 degrés évaporation et 37 degrés température du corps humain, on n'a plus vraiment le sens de la température. Ce que j'aime beaucoup sur certains thermomètres plus anciens, c'est leur côté hyper pragmatique dans l'appréhension de la température. On peut effectivement y lire des indications aussi précises que la température d'un bain ordinaire à 26 degrés Celsius, ou celle de la chambre d'un malade à 17 degrés Celsius, ou encore une référence un peu plus arboricole avec la température des orangeries entre 10 et 15 degrés Celsius selon les modèles. Et ça, c'est du concret. Bon les amis, toutes les bonnes choses ont une fin. C'est la fin de la vidéo malheureusement. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Petit pouce bleu et petit abonnement, ça fait toujours plaisir. On se retrouve dans quelques semaines pour un nouvel objet. D'ici là, portez-vous bien. Fouillez dans vos greniers. Vous serez peut-être émerveillés. C'était Yannino. Hasta luego.